En passant près de la couturière, le millionnaire a vu le collier qu'il avait offert à sa fille disparue il y a 25 ans, et il est tombé à genoux. Le ciel de Marseille s'était paré de ses plus belles couleurs d'automne, un mélange de pourpre et d'orange qui s'étendait sur le vieux port comme une aquarelle vivante. Bernard Chevalier observait ce spectacle sans vraiment le voir, son regard perdu quelque part entre le présent et un passé qu'il n'avait jamais réussi à enterrer. Debout sur la terrasse du palace Faro, un verre de champagne à la main, il écoutait d'une oreille distraite le discours du maire, vantant la générosité des donateurs, présents à cette soirée de bienfaisance. À 68 ans, Bernard avait l'allure distinguée de ces hommes que la vie a sculptés avec minutie, ses cheveux poivre et sel, soigneusement coiffés en arrière, encadraient un visage aux traits fins, mais marqué par le temps. Ses yeux, d'un bleu délavé, portaient cette mélancolie indélébile des gens qui ont trop perdu. « Monsieur Chevalier, quelle joie de vous compter parmi nous ce soir !» La voix enjouée de l'organisatrice le tira de sa rêverie. Il esquissa un sourire poli. « Tout le plaisir est pour moi, Madame Lenoir. Votre association fait un travail remarquable. Grâce à des personnes comme vous, votre don permettra à 10 enfants supplémentaires de bénéficier de notre programme. » Bernard hocha la tête, touché malgré lui. Les enfants, toujours les enfants, comme si le destin prenait un malin plaisir à lui rappeler cette plaie béante qui ne cicatriserait jamais. Il s'excusa auprès de la dame et décida de prendre l'air. La soirée battait son plein, mais il étouffait soudain dans ce monde de paillettes et de bons sentiments. Il avait besoin de marcher, de sentir la ville vibrer sous ses pas, de se perdre dans l'anonymat des ruelles. Bernard descendit lentement vers le quartier du Panier, ses pas résonnant sur les pavés usés. 25 ans, 25 longues années depuis ce jour maudit où sa petite Élise avait disparu, avalée par le néant lors d'une garden party similaire à Lyon. Il revoyait encore ses boucles blondes, son petit rire cristallin, ses yeux curieux qui dévoraient le monde. « Monsieur, vous avez laissé tomber ça ?» Un jeune homme lui tendait son portefeuille. Bernard le remercia distraitement, surpris de constater qu'il avait marché jusqu'à la place des Moulins sans s'en rendre compte. Le soleil se couchait maintenant, baignant les façades colorées d'une lumière dorée. Il continua sa déambulation, s'enfonçant dans le dédale des petites rues. La vie pulsait autour de lui. Des rires s'échappaient des terrasses de café. Des odeurs d'épices et de poissons flottaient dans l'air. Des enfants couraient en jouant à chat. C'est alors qu'il la vit, à travers la vitrine d'un petit atelier de couture. Une jeune femme était penchée sur une machine à coudre, si concentrée qu'elle semblait avoir oublié le monde extérieur. La lumière tamisée de l'atelier jouait dans ses cheveux blonds, créant un halo presque irréel autour de son visage. Mais ce n'est pas ce qui arrêta net le cœur de Bernard. C'était le collier qu'elle portait, un collier de perles roses, avec ce petit pendentif en forme d'étoile, presque insignifiant pour qui ne connaissait pas son histoire. Mais Bernard le reconnaîtrait entre mille. Il l'avait fait fabriquer sur mesure pour les 3 ans d'Élise. Quelques semaines avant sa disparition, pour ma petite étoile, l'inscription était gravée à l'intérieur du pendentif, invisible aux yeux des autres, mais ancrée dans sa mémoire comme au fer rouge. Le monde autour de lui sembla s'effondrer. Ses jambes cédèrent, et il dut s'appuyer contre la devanture pour ne pas tomber. Son souffle se fit court, sa vision se brouilla. Était-ce possible, après toutes ces années, où son esprit, épuisé par le chagrin, lui jouait-il un cruel tour? La clochette de la porte tinta légèrement lorsqu'il entra dans l'atelier, tel un automate. La jeune femme leva les yeux de son ouvrage. Elle devait avoir dans les 28 ans. Son visage, aux traits délicats, s'éclaira d'un sourire professionnel. « Bonsoir, monsieur. Je suis désolée, j'allais fermer. Mais si c'est urgent... » Sa voix était douce, avec cet accent chantant du sud qui contrastait avec les inflexions plus sévères de Lyon. Bernard resta figé, incapable de parler. Ses yeux ne pouvaient se détacher du collier. « Monsieur, vous allez bien ?» s'inquiéta-t-elle, en voyant son teint blême. « Ce collier ?» murmura-t-il enfin, sa voix à peine audible. « Ce collier que vous portez. » Instinctivement, la jeune femme porta la main à son cou, touchant le pendentif d'un geste protecteur qui semblait être une habitude. « Oh ça, c'est tout ce qu'il me reste de mon enfance. Ma mère disait que je le portais déjà quand elle m'a trouvé. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Bernard comme des coups de tonnerre. « Quand elle m'a trouvé. » Trouvé, pas quand je suis née.
Trouver. Pardonnez-moi, mademoiselle. Votre nom. Maëlys, Maëlys Dubois. Pas Élise, pas Chevalier, mais ce collier. Maëlys, répéta-t-il, comme pour apprivoiser ce nom étranger. Je m'appelle Bernard Chevalier, et je crois que nous devrions parler. Elle fronça les sourcils, méfiante. Parler de quoi? Bernard sentit des larmes lui monter aux yeux. Comment expliquer sans paraître fou? Comment dire à cet inconnu qu'elle portait peut-être son sang, que chaque trait de son visage lui semblait soudain familier, comme un écho du passé, de ce collier, de son inscription cachée, pour ma petite étoile. Le visage de Maëlys se décomposa. Elle recula d'un pas, comme frappée. Comment pouvez-vous savoir ça? Personne ne le sait. Même ma mère ne l'a jamais su. Bernard ne put retenir ses larmes plus longtemps. Elles coulaient librement sur son visage, creusant des sillons de 25 ans d'attente et de désespoir. Parce que c'est moi qui l'ai fait graver, Maëlys. Pour ma fille, pour ma petite Élise. Il tendit une main tremblante vers elle, n'osant la toucher, comme si elle risquait de s'évaporer tel un mirage. Pour ma fille qui a disparu il y a 25 ans. Lors d'une réception à Lyon, elle avait 3 ans. Elle portait ce jour-là, ce même collier. Le temps sembla se suspendre dans l'atelier baigné par la lumière déclinante. Dehors, Marseille continuait sa vie. Indifférente au drame qui se jouait entre ses murs, Maëlys fixait Bernard, le souffle court. Son monde basculant sur son axe. « C'est impossible », murmura-t-elle. « Je ne suis pas... » Mais sa main serrait toujours le pendentif, comme pour y puiser une vérité enfouie. En cet instant, Bernard sut que sa vie venait de changer à nouveau, que le destin, après lui avoir tout pris, venait peut-être de tout lui rendre. Peu importaient les questions, les doutes, les années perdues, il avait retrouvé sa petite étoile, et il était prêt à tout pour ne plus jamais la perdre. Le café fumait dans la tasse en porcelaine. Maëlys fixait le liquide noir, comme si elle pouvait y lire son avenir. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette rencontre qui avait fait voler en éclats toutes ses certitudes. 3 jours où elle avait refusé de répondre aux appels de Bernard Chevalier, avant de finalement accepter cette rencontre dans un café discret du cours Julien. « J'ai grandi à Avignon », dit-elle soudain, brisant le silence pesant qui s'était installé entre eux. « Ma mère, enfin Marie, était couturière pour un petit théâtre. C'est elle qui m'a tout appris. » Bernard buvait ses paroles, dévorant chaque détail, tentant de reconstituer le puzzle de ces années volées. Elle disait toujours que j'étais un cadeau du ciel, poursuivit Maëlys, qu'elle m'avait trouvé près d'une route à la sortie d'Avignon. J'avais environ 3 ans. J'étais perdue, terrifiée. Je ne parlais presque pas. Bernard serra les poings sous la table. L'idée de sa petite fille abandonnée sur le bord d'une route lui retournait l'estomac. « Et elle ne t'a jamais amené à la police ?» demanda-t-il, sa voix trahissant son incrédulité. Maëlys haussa les épaules. Un geste protecteur qu'elle semblait avoir développé au fil des années. Elle disait qu'elle avait essayé, mais que personne ne l'avait réclamé, qu'elle s'était attachée à moi. Elle fit une pause. Je ne sais pas si c'est la vérité. Marie est morte il y a 6 mois d'un cancer. Elle a emporté beaucoup de secrets avec elle. Je suis désolée, murmura Bernard. Il hésita avant d'ajouter. Maëlys, je sais que c'est difficile à entendre, mais il faut que tu saches que je n'ai jamais cessé de chercher ma fille. Jamais. Pour appuyer ses dires, il sortit de sa poche intérieure un portefeuille usé, d'où il tira une photographie. Une petite fille aux boucles blondes souriait dans un jardin ensoleillé, tenant fièrement un papillon en papier. Autour de son cou brillait le fameux collier de perles roses. C'est la dernière photo d'Élise, prise le matin même de sa disparition. Maëlys prit le cliché d'une main tremblante. C'était comme regarder dans un miroir temporel. Ces mêmes yeux, cette même fossette au menton. « J'aimerais faire un test ADN », dit Bernard doucement. « Si tu es d'accord. » Maëlys lui rendit la photo, son visage redevenu impassible. « Et si je ne le suis pas, votre fille ?» Bernard la regarda droit dans les yeux. « Alors j'aurai au moins la certitude que ce n'est pas toi, et je continuerai à chercher. Mais ce collier, Maëlys, c'est une pièce unique. Je l'ai fait créer par un joaillier de Lyon. Les perles ont cette teinte particulière parce qu'elles ont été traitées selon une technique spéciale. Et l'inscription, tout pour ma petite étoile, compléta-t-elle dans un souffle. Un silence lourd de sens s'installa entre eux. Finalement, Maëlys acquiesça. D'accord pour le test, mais je ne vous promets rien d'autre. En sortant du café,
Maëlys sentit son téléphone vibrer. Le nom de Théo s'affichait sur l'écran. « Salut beauté, je suis devant ton atelier. Tu es où ?» Elle sourit malgré elle. Théo Moreau était entré dans sa vie 2 ans plus tôt, lorsqu'il avait amené sa classe visiter une exposition où elle présentait ses créations. Le jeune professeur avait immédiatement été charmé par cette couturière discrète au talent évident. Elle avait d'abord résisté, habitée par cette méfiance viscérale envers les attachements, mais Théo avait su être patient. « J'arrive dans 10 minutes, répondit-elle. En chemin, elle se demanda comment lui parler de Bernard, de ses révélations qui pourraient tout changer. Théo était la stabilité dans sa vie, son phare dans la tempête. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de simple mais précieux. Il l'attendait, adossé à la devanture de l'atelier, un livre à la main, comme toujours, grand, avec des lunettes qui lui donnaient cet air d'intellectuel accessible, et ses cheveux bruns perpétuellement ébouriffés qu'elle aimait tant. Il leva les yeux, et son visage s'illumina en la voyant. « Hé !» dit-il en l'embrassant. « J'ai apporté des croissants. » À l'intérieur de l'atelier, Maëlys tenta de se concentrer sur une commande urgente, mais ses pensées revenaient sans cesse à Bernard Chevalier et à cette histoire incroyable. « Tu es ailleurs aujourd'hui », remarqua Théo, assis dans le vieux fauteuil où il corrigeait souvent ses copies pendant qu'elle travaillait. Elle posa son ciseau et se tourna vers lui. « J'ai rencontré quelqu'un qui prétend être mon père. » Les mots étaient sortis brusquement, surprenant Théo autant qu'elle-même. Il se redressa. Soudain complètement attentif. « Ton père ? Mais je croyais que tu ne savais rien de tes parents biologiques. » « C'est le cas, ou c'était le cas. » Elle lui raconta alors sa rencontre avec Bernard, l'histoire du collier, la photo d'Élise. Théo l'écouta sans l'interrompre, son visage reflétant successivement la surprise, le doute, puis l'inquiétude. « Et tu le crois ?» demanda-t-il finalement. « Je ne sais pas. L'histoire paraît tellement romanesque, mais en même temps, ce collier, personne ne connaissait cette inscription. » Théo se leva et vint la prendre dans ses bras. « Quoi qu'il se passe, je suis là. » « D'accord. » Elle hocha la tête contre son épaule, reconnaissante pour cette simplicité, cette évidence entre eux dans sa suite au Sofitel. Bernard fixait son téléphone. Il avait promis à Maëlys de ne pas précipiter les choses, de respecter son rythme. Mais l'attente était insupportable. Il composa un numéro qu'il n'avait plus utilisé depuis des années. « Agence Mercier, bonjour. Philippe, c'est Bernard Chevalier. » Un silence surpris accueillit ces paroles. « Monsieur Chevalier, cela fait longtemps. J'ai besoin de tes services à nouveau. Je crois que j'ai retrouvé Élise. » Après avoir raccroché, Bernard s'approcha de la fenêtre. Marseille s'étendait devant lui, scintillante dans la lumière du soir. Quelque part dans cette ville vivait peut-être sa fille. Cette pensée lui donnait le vertige. Son téléphone sonna. Le nom de son beau-frère s'affichait sur l'écran. « Antoine », répondit-il sobrement. « Bernard, j'apprends par ton assistante que tu es à Marseille depuis presque une semaine. Un problème avec la filiale sud. Antoine Chevalier était le frère de sa défunte épouse, Isabelle, avocat brillant. Il avait toujours été présent dans les moments difficiles, notamment après la disparition d'Élise et le décès d'Isabelle, 8 ans plus tard. Non, une affaire personnelle. Personnelle. » Le ton d'Antoine trahissait sa curiosité. « Rien de grave, j'espère. » Bernard hésita. Antoine avait été son roc durant toutes ces années, mais l'espoir qui renaissait en lui était encore trop fragile, trop précieux pour être partagé. Rien qui ne puisse attendre mon retour à Lyon. Comment se passe l'acquisition de Textiles Rousseau? La conversation dériva vers les affaires, terrain neutre et rassurant. Mais Bernard n'était pas dupe du changement de ton chez son beau-frère. Antoine avait toujours été intrusif, avec cette manière élégante de s'immiscer dans chaque aspect de sa vie. Après avoir raccroché, Bernard consulta sa montre. L'angoisse familière l'étreignit à nouveau. Et si Maëlys n'était pas Élise, si tout ceci n'était qu'une cruelle coïncidence, ou pire, si elle était bien sa fille, mais refusait de l'accepter dans sa vie, le laboratoire avait promis les résultats dans les jours suivants. D'ici là, Bernard devrait faire la seule chose qu'il n'avait jamais réussi à faire en 25 ans, attendre, avec l'espoir au cœur, que le passé lui rende enfin ce qu'il lui avait volé. L'enveloppe couleur crème reposait, intacte, sur la table basse de l'hôtel. Bernard la fixait depuis près d'1 heure, incapable de se résoudre à l'ouvrir. À l'intérieur, des résultats qui pourraient soit réparer son monde brisé, soit le détruire à nouveau. Son téléphone vibra. C'était Maëlys. « Vous l'avez reçu. »
demanda-t-elle sans préambule. Oui, un silence. Moi aussi, dit-elle finalement. Je n'ai pas encore. Je comprends. Voulez-vous que nous l'ouvrions ensemble? Nouveau silence. Le parc Longchamp. Dans 1 heure, proposa-t-elle. Bernard sentit son cœur s'accélérer. J'y serai. Le parc était tranquille en ce début d'après-midi. Quelques mères poussaient des landaux, des retraités nourrissaient les pigeons. Un groupe de lycéens riait sur la pelouse. Bernard attendait sur un banc. L'enveloppe serrée dans sa main moite, il aperçut Maëlys qui s'approchait, son pas hésitant trahissant son appréhension. Elle portait une simple robe bleue et avait attaché ses cheveux en chignon lâche. Le fameux collier brillait toujours à son cou. « Bonjour », dit-elle en s'asseyant à côté de lui, gardant une distance prudente. « Bonjour, Maëlys ». Elle sortit son enveloppe de son sac. « Qui commence ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Bernard inspira profondément. Ensemble, ils ouvrirent leurs enveloppes respectives. Le bruissement du papier semblait assourdissant dans le silence tendu qui les enveloppait. Bernard parcourut rapidement les lignes, avant de s'arrêter sur la conclusion. Probabilité de parenté, 99,98%. Sa vision se brouilla. Un sanglot s'échappa de sa gorge avant qu'il ne puisse le retenir. Il leva les yeux vers Maëlys. Elle était immobile, le regard fixé sur sa propre feuille, les lèvres entr'ouvertes. Une larme solitaire roulait sur sa joue. « C'est vrai », murmura-t-elle. « Tout est vrai. » Bernard eut l'impulsion de la prendre dans ses bras, mais se retint. 25 ans était un gouffre trop vaste pour être comblé en un instant. « Élise », commença-t-il. « Maëlys », corrigea-t-elle doucement. « Je suis Maëlys maintenant. Je ne me souviens pas d'avoir été Élise. » Il acquiesça, le cœur serré. « Maëlys, ma fille. » Ces mots résonnèrent entre eux, chargés d'un poids presque insoutenable, d'émotions contradictoires. Comment? Elle hésita, cherchant ses mots. Comment est-ce arrivé? Qui m'a enlevé? Bernard secoua la tête. Je l'ignore. Ce jour-là, nous célébrions l'anniversaire d'Isabelle, ma seconde épouse, dans notre maison à Lyon. Il y avait beaucoup d'invités, un orchestre, des serveurs. Tu jouais dans le jardin avec d'autres enfants, et puis tu as simplement disparu. Il revoyait encore ce moment terrible, les recherches frénétiques dans le jardin, puis dans la rue, la panique grandissante, les policiers arrivant, l'attente insupportable, puis les jours, les semaines, les mois d'enquête qui n'avaient mené nulle part. Nous avons tout essayé. Récompense. En détective privé, médium même, j'étais prêt à tout. Maëlys écoutait, son visage reflétant la confusion et une colère sourde. Rien, continua Bernard. Aucune piste, aucune demande de rançon. C'était comme si tu t'étais volatilisé. Et cette Isabelle? Demanda Maëlys, son ton soudain plus dur. Elle est décédée il y a 17 ans. Un accident de voiture. Un nouveau silence s'installa, plus lourd encore que les précédents. J'ai été enlevée, articula finalement Maëlys, comme si prononcer ces mots les rendait enfin réels. Pas abandonnée, enlevée. Bernard hocha la tête. Je ne t'ai jamais abandonnée. Maëlys, jamais. Elle se leva brusquement, submergée par l'émotion. J'ai besoin de temps pour assimiler tout ça. Je comprends, dit Bernard, même si chaque fibre de son être voulait la retenir. Prends tout le temps nécessaire. Je serai là. Elle fit quelques pas, puis se retourna. Est-ce que tu as d'autres enfants? Non, répondit-il simplement. Juste toi. Dans son bureau lyonnais au mur lambrissé, Antoine Chevalier raccrochait lentement son téléphone, le visage livide. Son informateur à Marseille venait de lui confirmer l'impensable. Bernard avait retrouvé Élise. Comment était-ce possible? Après toutes ces années, après toutes les précautions prises, il se servit un verre de scotch, ses mains tremblant légèrement. La disparition d'Élise était censée être parfaite, un mystère insoluble. Et voilà que tout risquait de s'effondrer. Antoine se dirigea vers son coffre-fort dissimulé derrière un tableau. À l'intérieur, parmi documents confidentiels et liquidités, se trouvait une vieille enveloppe brunie par le temps. Il l'ouvrit et en sortit une photographie froissée. Une petite fille endormie sur la banquette arrière d'une voiture. « Merde !» murmura-t-il. « Merde, merde, merde !» Il devait agir vite.
Avant que Bernard ne remonte jusqu'à lui, avant qu'il ne découvre que son propre beau-frère, celui qu'il considérait comme son plus fidèle allié, était responsable de la tragédie qui avait brisé sa vie, « Tu es enceinte ». Les mots du médecin résonnaient encore dans l'esprit de Maëlys alors qu'elle rentrait chez elle. Hébétée, 8 semaines. Elle attendait un enfant depuis 8 semaines sans le savoir. Enceinte, fille retrouvée, enlevée, trop d'émotions, trop de révélations en si peu de temps. Elle avait l'impression que le monde tournait trop vite autour d'elle. Son téléphone sonna. C'était Théo. « Je viens d'apprendre pour les résultats, » dit-il. « Comment tu te sens ?»« Perdue, » admit-elle. « Et je dois te dire quelque chose, en personne. » 1 heure plus tard, ils marchaient le long de la corniche, le bruit des vagues rythmant leur conversation. Maëlys cherchait les mots justes pour lui annoncer sa grossesse. Quand Théo s'arrêta soudain, « Quoi qu'il arrive avec ce Bernard, quoi que tu décides, je suis là, d'accord ? Je t'aime, Maëlys. » Elle le regarda. Cet homme simple et bon qui était entré dans sa vie sans faire de bruit, qui l'aimait sans condition, qui ignorait encore qu'il allait devenir père. « Je suis enceinte », dit-elle simplement. Théo cligna des yeux, comme si les mots mettaient du temps à atteindre son cerveau. Puis son visage s'illumina d'une joie pure, presque enfantine. « Un bébé, notre bébé. » Elle hocha la tête, souriant malgré elle devant son enthousiasme. « Oh mon Dieu, Maëlys !» Il la souleva et la fit tournoyer, attirant les regards amusés des passants, pour la première fois depuis des jours, Maëlys éclata de rire, un rire libérateur. « Doucement, je ne suis pas un sac de plumes. » Il la reposa, mais garda ses mains sur sa taille, ses yeux brillants d'émotion. « Je vais être papa, » murmura-t-il. Incrédule, « Nous allons être parents, parents. » Le mot résonnait étrangement dans son esprit, éveillant en elle des échos contradictoires. Elle, qui n'avait jamais connu ses vrais parents, allait en devenir une. Et son père biologique venait de réapparaître dans sa vie, comme un fantôme du passé. « Je sais que c'est beaucoup, avec tout ce qui se passe, » continua Théo, interprétant son silence comme de l'inquiétude. « Mais on va y arriver, ensemble. » Elle acquiesça, émue par sa confiance tranquille. Comment lui expliquer qu'au milieu de ce chaos émotionnel, cette grossesse était peut-être la seule chose qui lui semblait juste, naturelle, une continuation, plutôt qu'une rupture. « Je t'aime », dit-elle simplement. Plus tard, allongée contre Théo dans leur petit appartement, Maëlys réalisa qu'elle n'avait pas encore parlé à Bernard de sa grossesse. Une nouvelle vie germait en elle, tandis qu'une vie passée ressurgissait, comme si le destin avait décidé de boucler la boucle. Elle posa une main sur son ventre encore plat, qui que soient les personnes qui l'avaient enlevé, quelles que soient leurs raisons. Elle était déterminée à découvrir la vérité, pour elle-même, pour son enfant à naître, pour Bernard aussi. Peut-être, car si elle avait appris une chose en grandissant sans connaître ses origines, c'était que les secrets ne meurent jamais vraiment. Ils attendent, patiemment, leur heure pour revenir à la surface. Isabelle n'aurait jamais fait ça. Le regard de Bernard était posé sur la photographie encadrée sur son bureau d'hôtel. Le visage souriant de sa défunte épouse contrastait avec les révélations que Philippe Mercier, son détective privé, venait de lui communiquer par téléphone. « Je comprends votre réticence, monsieur Chevalier », répondit Philippe, sa voix grésillant légèrement. « Mais les dates correspondent, le transfert d'argent aussi. 3 jours avant la disparition d'Élise, Madame Chevalier a retiré 50 000 € en liquide, une somme qui n'a jamais été justifiée dans vos comptes. » Bernard passa une main tremblante sur son visage. C'était impossible, inconcevable. Isabelle avait été dévastée par la disparition d'Élise. Elle avait pleuré pendant des semaines, des mois. Elle adorait Élise, protesta-t-il faiblement. « Monsieur Chevalier », le ton de Philippe était celui qu'on emploie pour annoncer une mauvaise nouvelle à un malade. « J'ai retrouvé l'ancien jardinier de votre propriété, celui qui a été renvoyé quelques jours après l'incident. » Marcel, quel rapport avec lui? Il affirme avoir surpris une conversation entre Madame Chevalier et son frère, Maître Antoine Chevalier. La veille de la disparition, selon lui, votre épouse semblait très agitée et aurait mentionné que la petite serait mieux ailleurs. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Bernard. Antoine, son beau-frère, son confident, celui qui l'avait soutenu pendant toutes ces années. « C'est absurde », murmura-t-il.
Antoine m'a aidé à la chercher. Il a financé une partie des recherches. Je continue à creuser, monsieur. Mais il y a autre chose. J'ai réussi à localiser la femme qui a élevé votre fille. Marie Dubois. Bernard se redressa vivement. Marie est morte, Maëlys me l'a dit. Pas exactement, monsieur. Marie Dubois a bien existé. Mais elle est décédée il y a 12 ans, pas 6 mois. La femme qui a élevé Maëlys s'appelait Solange Dubois. C'était la sœur de Marie. Je ne comprends pas. Il semblerait que Solange ait usurpé l'identité de sa sœur après sa mort, probablement pour brouiller les pistes, mais ce qui est intéressant, c'est que Solange Dubois a travaillé comme femme de chambre chez les Roussel. Claude Roussel était le meilleur ami d'Antoine, compléta Bernard. Le souffle coupé par cette révélation, le monde semblait se fracasser autour de lui, chaque certitude volant en éclats. Isabelle, Antoine, les 2 personnes en qui il avait le plus confiance. Continuez à chercher, Philippe. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé. Après avoir raccroché, Bernard ouvrit son ordinateur portable. Dans un dossier protégé par mot de passe, se trouvaient tous les documents liés à la disparition d'Élise. Il parcourut les rapports de police, les témoignages, les photos. Chaque élément prenait désormais une signification nouvelle, sinistre. L'image d'Isabelle, belle et souriante le jour de leur mariage, s'imposa à son esprit. Il l'avait rencontrée 2 ans après la naissance d'Élise, alors qu'il venait de perdre sa première femme, Charlotte, dans un accident d'avion. Isabelle avait été un rayon de soleil dans son deuil. Elle avait semblé aimer Élise comme sa propre fille. Avait-il été aveugle à ce point? Un coup à la porte interrompit ses réflexions. C'était Maëlys. « J'ai reçu ton message ?» dit-elle en entrant. « Tu voulais me parler ?» Bernard hésita. Devait-il lui révéler ses soupçons, la charger du poids de cette trahison familiale? « Assieds-toi » dit-il simplement. « Il y a des choses que tu dois savoir. » Maëlys fixait l'écran de son téléphone, relisant pour la 10e fois le message de Bernard. Les mots semblaient flotter devant ses yeux, irréels. « Ma seconde épouse et son frère, impliqués dans ton enlèvement, je suis désolée. » Sa propre famille, des gens qui auraient dû la protéger, l'avaient vendue comme un objet dont on veut se débarrasser. Le soleil couchant baignait la petite place d'une lumière dorée. Les terrasses des cafés s'animaient, remplies de gens insouciants, dont le monde n'avait pas été bouleversé. Son téléphone vibra à nouveau. « Théo, tout va bien. Tu veux que je passe te prendre ?» Elle ne lui avait pas encore parlé des dernières révélations. Comment trouver les mots pour expliquer l'inexplicable? « Je rentre bientôt, » répondit-elle simplement. Elle se leva du banc, où elle était assise depuis près d'1 heure, et se dirigea vers son atelier, le travail, son refuge de toujours, fuge. La seule chose qui n'avait jamais changé, qui ne l'avait jamais trahi, l'atelier était silencieux, baigné dans la lumière tamisée du soir. Maëlys s'installa à sa machine et commença à coudre, laissant ses doigts retrouver leurs automatismes rassurants. Le ronronnement régulier de la machine apaisait son esprit tourmenté. C'est là que Théo la trouva, 2 heures plus tard, toujours penché sur son ouvrage comme si le monde en dépendait. « Hey !» dit-il doucement, posant une main sur son épaule. Elle sursauta, puis se détendit en reconnaissant sa voix. « Je t'ai apporté à manger », continua-t-il en montrant un sac de nourriture taille. « Tu dois prendre soin de vous 2 maintenant. » Pour toute réponse, Maëlys se leva et se blottit contre lui, enfouissant son visage contre son torse. Théo l'enveloppa de ses bras, lui offrant ce sanctuaire où elle pouvait enfin laisser tomber ses défenses. « Ma belle-mère et son frère », murmura-t-elle contre son pull. « Ce sont eux qui m'ont fait enlever. » Théo se raidit, mais ne dit rien, lui laissant le temps de poursuivre. Apparemment, elle était jalouse de l'amour que Bernard me portait. Et son frère, il voulait l'argent, mon héritage. Elle s'écarta légèrement pour croiser son regard. « Qui fait ça ?»« Théo, qui fait ça à une enfant de 3 ans. » Il secoua doucement la tête, impuissant face à la cruauté humaine. « Des monstres, » dit-il simplement. « Des monstres qui méritent de payer. La belle-mère est déjà morte, dans un accident. » Elle eut un rire amer. « La justice divine, peut-être. Et l'oncle, il est toujours en vie. Il travaille avec Bernard. Il fait comme si de rien n'était depuis 25 ans. » Les yeux de Théo s'assombrirent. « Il doit être dénoncé. Bernard s'en occupe. Il veut des preuves irréfutables avant. » Elle hésita. « Il m'a proposé de m'installer à Lyon, dans la maison familiale. » Théo la regarda sans parler,
attendant qu'elle poursuive. Je lui ai dit que j'avais une vie ici, avec toi. Elle posa une main sur son ventre encore plat, avec notre bébé. Il sourit, visiblement soulagé. Et qu'a-t-il dit? Qu'il comprenait, qu'il attendrait, qu'il avait déjà attendu 25 ans, alors quelques mois de plus. Sa voix se brisa légèrement. Il veut vraiment faire partie de ma vie, Théo. Il a l'air tellement brisé. Théo l'embrassa doucement sur le front. C'est normal. Il a retrouvé sa fille perdue. Il hésita. Comment tu te sens par rapport à ça? Maëlys réfléchit un instant, confuse, reconnaissante qu'il ne me mette pas la pression, et curieuse, je crois, de connaître cette partie de moi qui m'a été volée. Ils mangèrent assis sur le vieux canapé de l'atelier, discutant de l'avenir, de la vie qui grandissait en Maëlys, évitant soigneusement le sujet des révélations du jour, comme si, pour quelques heures au moins, ils pouvaient en prétendre que tout était normal. Ce n'est que plus tard, alors qu'ils rentraient à leur appartement, que Maëlys demanda « Est-ce que tu crois aux coïncidences, Théo ?»« Ça dépend », répondit-il prudemment. « Pourquoi ? Je me demande juste, pourquoi maintenant ? Pourquoi Bernard me trouve-t-il précisément au moment où je suis enceinte ? Comme si la vie voulait boucler un cycle. » Théo lui prit la main, entrelaçant leurs doigts. Peut-être que c'était le moment, peut-être que maintenant vous êtes tous les deux prêts. Maëlys hocha la tête. Songeuse, prête à affronter son passé, prête à construire un avenir différent pour son enfant, un avenir sans secret ni trahison, un avenir où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, serait toujours préférable au plus doux des mensonges. Théo Moreau, murmura Bernard en examinant le dossier que Philippe venait de lui remettre. Professeur de littérature au lycée Saint-Exupéry, 30 ans, pas de casier judiciaire, rien de suspect. Ce n'est pas son profil qui pose problème, monsieur, dit Philippe en se penchant pour indiquer une ligne précise du rapport. C'est sa filiation. Bernard plissa les yeux en lisant le nom inscrit à côté de « grand-père maternel ». « Gabriel Moreau », articula-t-il lentement. Puis, relevant la tête, « Le nom ne me dit rien. C'est normal. Jusqu'à sa retraite, il était connu sous son nom de fonction. Le père Gabriel. Il était aumônier à l'hôpital Saint-Joseph d'Avignon. » Bernard fronça les sourcils, ne comprenant toujours pas. Philippe sortit alors une autre feuille. Voici un relevé bancaire de 2000, un virement de 50 000 € envoyé par Antoine Chevalier à une association caritative dirigée par le père Gabriel, 3 jours après la disparition d'Élise. Le sang de Bernard se glaça dans ses veines. Vous êtes en train de me dire que... Le grand-père du compagnon de votre fille est l'homme qui a reçu l'argent pour son enlèvement, oui. Bernard se leva brusquement, renversant presque sa chaise. C'est impossible. C'est trop grotesque. J'ai vérifié 3 fois, monsieur. Le père Gabriel a quitté ses fonctions 6 mois après ces événements. Il s'est installé dans une maison isolée près d'Avignon, et c'est sa fille, Sophie Moreau, qui a élevé Théo après la mort de son père. L'esprit de Bernard tourbillonnait, le petit ami de Maëlys, le père de son futur petit enfant, un lien direct avec l'homme qui avait participé à l'enlèvement de sa fille. « Est-ce que Théo est au courant ?» demanda-t-il, la gorge sèche. Impossible à dire avec certitude, mais le père Gabriel est mort il y a 5 ans. Si Théo savait quelque chose, il aurait pu le révéler sans crainte de représailles pour son grand-père. Bernard s'approcha de la fenêtre, observant la ville en contrebas. La vie continuait, implacable, indifférente au drame qui se jouait en coulisses. « Je dois parler à Maëlys, » dit-il finalement. « Elle doit savoir. »« Vous êtes sûr ?» Philippe semblait hésitant. « Dans son état, elle attend un enfant, elle n'est pas en sucre, » répliqua Bernard sèchement. Puis, se radoucissant. « Pardonnez-moi, Philippe, je suis à cran. Mais oui, je suis sûr. Ma fille mérite la vérité, toute la vérité. » C'était une matinée comme les autres pour Théo. Il avait donné son cours sur Camus au terminal, écouté les excuses créatives d'élèves n'ayant pas fait leur devoir, et s'apprêtait maintenant à corriger une pile de dissertations dans la salle des professeurs. Son téléphone vibra. Un message de Maëlys. « Bernard veut nous voir. Les deux, ce soir. Ça a l'air important. » Il fronça les sourcils, intrigué. Depuis leur rencontre 1 mois plus tôt, Bernard Chevalier s'était montré courtois mais distant avec lui, comme s'il n'était qu'un accessoire dans les retrouvailles avec sa fille. « D'accord, 19h chez toi.
répondit-il. La journée s'écoula lentement, rythmée par les sonneries et les voix adolescentes. Mais Théo ne parvenait pas à se concentrer. Un pressentiment étrange le taraudait, comme si quelque chose d'important allait se produire. À 18h, il quitta le lycée et se dirigea vers l'appartement de Maëlys. Ils avaient décidé d'attendre la fin du premier trimestre de grossesse avant d'emménager ensemble officiellement. Mais en pratique, Théo passait déjà la plupart de ses nuits chez elle. Il la trouva assise sur le canapé, feuilletant distraitement un magazine. « Hey !» dit-il en l'embrassant. « Tu sais ce que veut ton père ?» Elle secoua la tête. « Non, il avait juste l'air, tendu. » À 19h précises, la sonnette retentit. Bernard se tenait dans l'encadrement de la porte, l'air effectivement tendu, une épaisse enveloppe à la main. Les salutations furent brèves, presque cérémonieuses. Ils s'installèrent dans le petit salon, un silence inconfortable s'installant entre eux. « Je ne vais pas tourner autour du pot », commença Bernard, fixant Théo droit dans les yeux. « J'ai découvert quelque chose qui vous concerne tous les deux. » Théo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le regard de Bernard était intense, scrutateur, comme s'il cherchait à percer les défenses d'un adversaire. « De quoi s'agit-il » demanda Maëlys, inquiète. Bernard sortit plusieurs documents de son enveloppe et les posa sur la table basse. « Théo, connaissiez-vous bien votre grand-père, le père Gabriel ?» Surpris par cette question inattendue, Théo cligna des yeux. « Mon grand-père ? Pas vraiment. Il était assez distant, je ne le voyais que pour les grandes occasions. Pourquoi ?» Bernard poussa un document vers lui. C'était un relevé bancaire. « Votre grand-père a reçu 50 000 € d'Antoine Chevalier, mon beau-frère, 3 jours après l'enlèvement de ma fille. » Le monde sembla s'arrêter de tourner. Théo fixa le document, incrédule. « C'est impossible, » balbutia-t-il. « Mon grand-père était prêtre. Il dirigeait une association caritative. Cet argent devait être un don bien opportun, » rétorqua Bernard froidement. « Et savez-vous où vivait Solange Dubois, la femme qui a élevé Maëlys, à moins de 5 kilomètres de la maison de retraite où officiait votre grand-père ?» Maëlys, qui était restée figée jusque-là, intervint. « Qu'es-tu en train d'insinuer ?»« Bernard, que Théo est impliqué dans mon enlèvement, c'est absurde. Il n'était qu'un enfant à l'époque. » Bernard secoua la tête. « Non, bien sûr que non. Mais son grand-père a servi d'intermédiaire, il a reçu l'argent d'Antoine et a probablement organisé ton placement chez Solange. » Théo se leva brusquement, le visage livide. « Mon grand-père n'était pas un criminel, » protesta-t-il, la voix tremblante. « Il a consacré sa vie à aider les autres. Il y a forcément une explication. J'aimerais la connaître, » dit Bernard, implacable. « Parce que les faits sont là, votre grand-père a reçu de l'argent du commanditaire de l'enlèvement, et vous sortez avec ma fille, portant son enfant. La coïncidence est pour le moins troublante. » Maëlys se leva à son tour, les yeux brillants de colère. « Arrête ça immédiatement. Tu ne peux pas débarquer chez moi et accuser l'homme que j'aime d'être lié à mon enlèvement. C'est monstrueux. » Bernard soupira. Semblant soudain très lasse. « Je ne l'accuse de rien, Maëlys. Je constate des faits. Je veux comprendre. J'ai passé 25 ans dans l'ignorance. Je refuse d'y rester une minute de plus. » Théo, toujours debout, avait l'air d'un homme frappé par la foudre. Son regard allait du relevé bancaire à Maëlys, puis à Bernard. « Je dois y aller, » dit-il finalement d'une voix éteinte. « J'ai besoin de réfléchir. Théo, attends. » Maëlys tenta de le retenir, mais il se dégagea doucement. « Je t'appelle plus tard, » murmura-t-il, avant de quitter l'appartement, le pas lourd d'un homme qui porte soudain le poids du monde sur ses épaules. Un silence pesant s'installa après son départ. Maëlys se tourna vers son père, furieuse. « Comment as-tu pu ?»« J'ai fait ce que je devais faire, » répondit Bernard calmement. « Tu mérites de savoir la vérité. » « La vérité. » Elle eut un rire amer. « Quelle vérité ? Que le grand-père de Théo a peut-être reçu de l'argent d'Antoine. »« Ça ne prouve rien du tout. »« Maëlys ?»« Non, » coupa-t-elle. « Tu viens à peine d'entrer dans ma vie et tu cherches déjà à la contrôler, à éloigner Théo de moi. » Bernard secoua la tête, peiné. « Ce n'est pas mon intention. Je veux juste... »« Je sais ce que tu veux, » l'interrompit-elle à nouveau. « Tu veux réparer le passé, mais tu ne peux pas le faire en détruisant mon présent. » Elle ramassa les documents et les lui tendit brusquement. « S'il te plaît, va-t'en. J'ai besoin d'être seul. » Bernard prit les papiers, hésita un instant,
puis se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il se retourna. « Je suis désolée si je t'ai blessée. Ce n'était pas mon intention. Mais l'amour ne doit pas nous aveugler, Maëlys. Il doit nous éclairer. » Après son départ, Maëlys s'effondra sur le canapé, submergée par les émotions. Son téléphone resta obstinément silencieux. Pas d'appel de Théo dehors. La nuit était tombée sur Marseille. Enveloppant la ville dans un manteau d'obscurité percé par des milliers de lumières, Maëlys se demanda laquelle de ces lumières guidait Théo en ce moment, alors qu'il errait probablement dans les rues, aussi perdu qu'elle dans ce labyrinthe de révélations, 3 jours, 72 heures sans nouvelles de Théo. Les messages de Maëlys restaient sans réponse. Ses appels se heurtaient à la messagerie. C'était comme s'ils s'étaient volatilisés. Ce matin-là, le malaise qui l'accompagnait depuis plusieurs jours s'était intensifié. Des vertiges, des nausées qui n'avaient rien à voir avec sa grossesse, une fatigue écrasante. « Tu dois te reposer », avait insisté Lucie, son assistante à l'atelier. « Je m'occupe des commandes aujourd'hui. » Mais le repos n'apportait aucun soulagement. Allongée sur son lit, Maëlys fixait le plafond, son esprit tourbillonnant dans un maelstrom d'émotions. L'absence de Théo creusait un vide douloureux en elle. Comment avait-il pu partir ainsi, sans explication, sans un mot? Son téléphone vibra. « Bernard, comment vas-tu » demandait-il simplement. Elle hésita à répondre. Une part d'elle lui en voulait encore pour cette confrontation désastreuse. Mais une autre savait qu'il n'avait fait que révéler une vérité, aussi douloureuse soit-elle. « Pas bien », répondit-elle honnêtement. « Toujours sans nouvelles de Théo. Et je me sens bizarre. » La réponse ne tarda pas. « J'arrive. » 1 heure plus tard, Bernard l'emmenait aux urgences de l'hôpital de la Timone, inquiet de sa pâleur et de ses vertiges persistants. Maëlys protesta faiblement, mais secrètement, elle était soulagée de ne pas être seule. Dans la salle d'attente bondée, Bernard semblait étrangement à sa place. Il connaissait les gestes, les mots, occupait l'espace avec cette assurance tranquille de ceux qui ont l'habitude des situations de crise. « Tu as déjà fait ça » murmura Maëlys, somnolente sur sa chaise. « Quoi donc ? T'occuper de quelqu'un à l'hôpital ?» Une ombre passa sur le visage de Bernard. « Ta mère, Charlotte, elle était souvent malade avant. » Il ne termina pas sa phrase, mais Maëlys comprit, avant de mourir. « Quel genre de maladie ?» demanda-t-elle, soudain parfaitement éveillée. « Des problèmes cardiaques, une malformation congénitale, rien de grave en soi, mais... » Bernard hésita. L'avion, les changements de pression, les médecins l'avaient prévenue. Elle a pris le risque quand même pour aller voir sa sœur mourante en Australie. Maëlys digéra l'information. Est-ce que c'est héréditaire ? Certaines formes, oui. Il la regarda avec inquiétude. Pourquoi ? Tu as des symptômes. Elle n'eut pas le temps de répondre. Une infirmière l'appelait hypotension et arythmie légère, expliqua le médecin en consultant le dossier. Rien d'alarmant en soi, mais dans votre état, nous préférons vous garder en observation pour la nuit. Mon bébé, commença Maëlys, angoissée. Le fœtus va bien, la rassura-t-il. Mais je dois vous demander si vous avez des antécédents familiaux de cardiopathie. Bernard, qui attendait dans le couloir, fut appelé. Il confirma la maladie de Charlotte et évoqua une opération qu'Élise, Maëlys, avait subie à l'âge de 2 ans. Je ne m'en souviens pas, murmura-t-elle, troublée. C'était mineur, précisa Bernard. Les médecins avaient dit que c'était corrigé, qu'il n'y aurait pas de séquelles. Manifestement, ce n'est pas le cas, intervint le médecin. Madame Dubois, nous allons vous faire passer un échocardiogramme demain matin. En attendant, repos absolu. Installé dans une chambre individuelle, un privilège que Bernard avait obtenu d'un simple coup de fil, Maëlys se sentait étrangement détachée. Comme si cette nouvelle révélation sur son passé médical n'était qu'un élément de plus dans le kaléidoscope chaotique qu'était devenu sa vie. « Je suis désolée pour tout ça », dit Bernard, assis près du lit. « Pour Théo, pour t'avoir mise dans cet état. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas ta faute. J'aurais dû savoir, tôt ou tard, pour Théo comme pour mon cœur. » Elle eut un rire sans joie. « Apparemment, les défauts cardiaques sont de famille. » Bernard resta silencieux un moment. Puis, « Il y a autre chose que tu devrais savoir concernant ta condition. » Maëlys le regarda, soudain alarmée par son ton grave. « J'ai retrouvé le médecin qui t'a soigné, enfant, le DER, Marchand. Il m'a dit que ton cas était plus sérieux qu'on ne me l'avait fait croire à l'époque. Que veux-tu dire ? Isabelle,
Elle m'a fait croire que ton opération avait tout réglé. Mais apparemment, les médecins lui avaient dit qu'il y aurait des complications plus tard, qu'il faudrait probablement une autre opération à l'adolescence. Maëlys sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Tu es en train de me dire que ta femme savait que j'étais malade, que j'aurais besoin de soins, et qu'elle m'a quand même fait enlever? Bernard acquiesça, le visage ravagé par une douleur ancienne. Philippe a trouvé une lettre. Dans les archives d'Antoine, Isabelle y explique que c'était mieux ainsi, que te perdre d'un coup était plus miséricordieux que de te voir décliner lentement. Miséricordieux. Maëlys était stupéfaite. Elle a ruiné nos vies par miséricorde. Elle avait perdu son père d'une maladie cardiaque quand elle était adolescente. Ça l'avait traumatisée. Elle ne supportait pas l'idée que je vive la même chose avec toi. Maëlys ferma les yeux, submergée par l'absurdité de cette justification. Une larme solitaire roula sur sa joue. Elle a un journal, dit soudain Bernard. Philippe l'a mentionné, Antoine le garde dans son coffre-fort. Un journal. Isabelle écrivait tous les jours, ses pensées, ses craintes. Il hésita. Ses plans. Maëlys rouvrit les yeux. Je veux le lire. Antoine ne me le donnera jamais volontairement. Alors prenons-le sans lui demander. Bernard la dévisagea, surpris par sa détermination. Maëlys, tu es à l'hôpital. Tu as besoin de repos. Ce que j'ai besoin, c'est de comprendre. Elle se redressa dans son lit. Antoine est à Lyon, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux m'y emmener, dès que je sors d'ici? Le bureau d'Antoine Chevalier se trouvait au 13e étage d'un immeuble moderne du quartier de la Pardieu. Des baies vitrées offraient une vue imprenable sur Lyon. Cette ville que Maëlys ne connaissait que par les récits de Bernard. Cette ville qui aurait dû être la sienne. Il est en réunion pour encore 1 heure, murmura Bernard, en l'aidant à sortir de l'ascenseur. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa sortie de l'hôpital. Le médecin avait confirmé une légère anomalie cardiaque, mais rien qui ne nécessite une intervention immédiate. Surveillance et traitement médical pour l'instant, avait-il recommandé. La secrétaire d'Antoine les accueillit avec un sourire professionnel. « Monsieur Chevalier, Maître ne m'avait pas prévenu de votre visite. »« C'est une surprise, Corinne. » Le sourire de Bernard était d'une chaleur étudiée. « Je souhaitais présenter à Antoine ma fille, Maëlys. »« Votre fille ?» La femme semblait confuse. « Ma fille, oui, une longue histoire. Pourrions-nous l'attendre dans son bureau? J'ai quelques dossiers à lui montrer en attendant. » La secrétaire hésita. Mais qui pourrait refuser quoi que ce soit à Bernard Chevalier, l'un des hommes les plus puissants de Lyon? « Bien sûr, monsieur. Je vous laisse vous installer. » Dès qu'elle fut sortie, Bernard ferma la porte et se dirigea vers un tableau représentant une scène de chasse. Il le fit pivoter, révélant un coffre-fort dissimulé. « Tu connais la combinaison » chuchota Maëlys, impressionnée. Antoine n'a jamais été très imaginatif. La date de naissance d'Isabelle, il l'utilisait pour tout. En effet, le coffre s'ouvrit au premier essai, à l'intérieur, des documents, des liasses de billets, et tout au fond, un petit livre relié de cuir rouge. « Le voilà » murmura Bernard en le sortant précautionneusement. Maëlys le prit, frissonnant à l'idée de tenir entre ses mains les pensées de la femme qui avait orchestré sa disparition. « On ferait mieux de partir » pressa Bernard. « On le lira ailleurs. » Mais Maëlys avait déjà ouvert le journal, feuilletant rapidement jusqu'à trouver une date, le 15 juin 2000, 3 jours avant sa disparition. « J'ai parlé au DR. Marchand, aujourd'hui, » lut-elle à voix basse. « Les résultats d'Élise sont pires que prévu. Son cœur est trop faible. Il dit qu'elle n'atteindra probablement pas l'adolescence. Comment pourrais-je regarder Bernard perdre sa fille jour après jour? Voir la souffrance le consumer comme elle a consumé mon père? Antoine a raison. Un coup net est préférable. Une tragédie soudaine plutôt qu'une agonie prolongée. Je sais que c'est un péché terrible. Mais n'est-ce pas aussi un acte de miséricorde? Dieu me pardonnera-t-il de vouloir épargner tant de souffrance à l'homme que j'aime? Maëlys releva la tête, le visage blême. Elle croyait réellement me sauver, murmura-t-elle, incrédule. Elle pensait que j'allais mourir de toute façon. Maëlys. Bernard était pétrifié, les yeux rivés sur la porte du bureau. Antoine est là. Antoine Chevalier se tenait dans l'encadrement de la porte. Son visage passant de la surprise à la colère en une fraction de seconde, ses yeux se fixèrent sur le journal dans les mains de Maëlys. « Qu'est-ce que vous faites ?» Sa voix était dangereusement calme. Bernard se plaça instinctivement devant sa fille. « Ce que j'aurais dû faire il y a bien longtemps, Antoine, découvrir la vérité. »
Antoine referma lentement la porte derrière lui. Son regard calculateur analysait la situation, évaluait les dégâts, cherchait une issue. La vérité? Il eut un rire sans joie. Quelle vérité, Bernard? Celle que tu veux entendre ou celle que tu mérites? Maëlys se leva, serrant le journal contre elle. La vérité sur mon enlèvement, sur votre implication, sur les mensonges d'Isabelle concernant ma santé. Antoine la dévisagea longuement, comme s'il voyait un fantôme. Puis, son visage se décomposa en un masque de résignation fatiguée. « Alors c'est vrai, » murmura-t-il. « Tu es vraiment Élise. Elle s'appelle Maëlys maintenant, » corrigea Bernard, sa voix tendue. Antoine se dirigea vers son bar et se servit un verre de whisky qu'il avala d'un trait. « Tu ne devrais pas être en vie, » dit-il finalement, fixant Maëlys. « Tous les médecins étaient informels. Ton cœur était trop faible. Tu n'aurais jamais dû atteindre l'âge adulte. »« Eh bien, désolé de vous décevoir, » répliqua Maëlys, avec une amertume qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. « Ce n'est pas... » Antoine soupira. Ce n'était pas comme ça. Isabelle était dévastée par le diagnostic. Elle t'aimait à sa façon, elle ne supportait pas l'idée de te voir souffrir, de voir Bernard souffrir. Alors elle a préféré nous infliger une autre forme de souffrance. La voix de Bernard tremblait de rage contenue. 25 ans, Antoine. 25 ans à chercher ma fille, à me demander si elle était vivante, si elle souffrait, si elle m'appelait. Antoine se resservit un verre. Tu ne comprends pas. Isabelle avait perdu son père d'une cardiomyopathie quand elle avait 15 ans. Elle l'avait vu dépérir pendant des années. Cette expérience l'avait brisé. Il fixa le liquide ambré dans son verre. Quand le médecin lui a dit qu'Élise avait la même condition, qu'elle ne vivrait probablement pas jusqu'à ses 10 ans, quelque chose s'est cassé en elle. Alors elle a décidé de me l'arracher. Bernard avait du mal à contenir sa fureur. De me priver des années qu'il me restait avec ma fille. Elle pensait te protéger. Antoine éleva la voix pour la première fois. Te protéger de l'agonie qu'elle avait elle-même vécue. Elle disait qu'un chagrin brutal valait mieux qu'une torture prolongée. Un silence lourd s'installa. Maëlys, qui avait écouté cet échange avec une fascination horrifiée, s'avança enfin. Et quel était votre rôle dans tout ça? La protection de votre sœur ou les 20 millions d'euros que j'aurais hérités à mes 18 ans? Antoine eut un mouvement de recul, comme frappé physiquement par cette accusation. Les deux, admit-il finalement. Je voulais protéger ma sœur, et oui, l'argent était un bonus. Bernard secouait la tête, submergé par le dégoût. Comment as-tu pu, Antoine? Je te faisais confiance, plus qu'à n'importe qui. Je sais, il y avait une résignation dans sa voix. J'ai failli tout avouer après la mort d'Isabelle. Mais à quoi bon? La petite était censée être morte, elle aussi. À quoi servait de détruire son souvenir, de te faire haïr la femme que tu avais tant aimée? Maëlys feuilleta le journal, s'arrêtant sur une page. Isabelle écrit ici qu'elle a demandé au père Gabriel de me placer dans une famille aimante. Elle releva les yeux vers Antoine. C'était une dette que vous aviez envers lui. Antoine acquiesça lentement. Il avait aidé notre famille par le passé, quand notre mère... Il s'interrompit. C'était un homme bon, malgré les apparences. Il a promis que tu serais bien traité. Et l'argent. Les 50 000 euros, pour son association et pour assurer ton avenir, Isabelle y tenait. Maëlys eut un rire amer. Mon avenir, cet avenir qu'elle pensait si court. Le silence retomba, pesant comme un linceul. Dehors, Lyon s'étalait, ignorante du drame qui se jouait dans ce bureau au perché. « Je vais porter plainte », déclara finalement Bernard. « Pour enlèvement, séquestration, escroquerie. » Antoine hocha la tête, comme s'il s'y attendait. « Je comprends, je ne me défendrai pas. Je n'en ai rien à faire de votre remords tardif. » cracha Maëlys, surprenant les deux hommes par sa virulence. « Vous m'avez volé ma famille, mon identité, ma vie entière. Et maintenant, j'apprends que mon petit ami, le père de mon enfant, est lié à tout ça par son grand-père. » Antoine pâlit visiblement. « Quel petit ami? Théo Moreau, » répondit Bernard, le petit-fils du père Gabriel. Antoine s'effondra dans son fauteuil. « Mon Dieu, je l'ignorais, je le jure. » Comme beaucoup de choses, apparemment, ironisa Maëlys. Mais quelque chose dans la réaction d'Antoine semblait authentique. Il paraissait vraiment secoué par cette révélation. « Théo est parti, » continua Maëlys, la voix tremblante malgré elle. Depuis qu'il a appris la vérité sur son grand-père, il n'a laissé aucune explication, aucun message,
Rien. Antoine se massait les tempes, visiblement troublé. Le père Gabriel n'a jamais su ce qu'il advenait des enfants qu'il plaçait. C'était sa règle. Il disait que c'était mieux ainsi, plus, propre. Mais il conservait toujours un objet leur appartenant. Pour prier pour eux, disait-il. Maëlys fronça les sourcils. Un objet, un vêtement, un jouet. Dans ton cas, c'était un petit chausson brodé. Le cœur de Bernard manqua un battement. Le chausson, c'est tout ce qu'on a retrouvé d'elle ce jour-là, un petit chausson brodé aux initiales essai. Le père Gabriel l'avait gardé toutes ces années, confirma Antoine. À sa mort, ses affaires ont été remises à sa fille, Sophie, la mère de Théo, murmura Maëlys. Soudain, un détail lui revint. Théo lui avait une fois raconté comment, adolescent, il avait trouvé un petit chausson brodé dans les affaires de son grand-père. Comment il avait été intrigué par cet objet étrange, manifestement destiné à un nourrisson. Il savait, souffla-t-elle. Théo a vu le chausson. Il a fait le lien quand j'ai parlé de Bernard, de mon enlèvement. Impossible, objecta Antoine. Comment aurait-il pu savoir que ce chausson était le tien? Les initiales, répondit Bernard. Ec, Élise Chevalier. Le silence qui suivit était chargé de réalisations douloureuses. Théo avait compris. Il s'était enfui, accablé par la culpabilité d'un crime qu'il n'avait pas commis, mais dont il portait malgré lui l'héritage. La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Faisant sursauter les trois occupants, Théo se tenait là, le visage creusé par plusieurs jours sans sommeil, les traits tirés par l'angoisse. « Maëlys » murmura-t-il, son regard ne voyant qu'elle dans la pièce. Elle se leva d'un bond, partagée entre le soulagement et la colère. « Théo, où étais-tu? Pourquoi es-tu parti sans rien dire ?»« Je devais comprendre, » répondit-il en s'avançant lentement. « Je devais être sûr. » Son regard se posa sur Antoine, qui le fixait avec stupéfaction. « Vous êtes Antoine Chevalier ?» dit-il calmement. « L'homme qui a payé mon grand-père pour faire disparaître Élise ?» Antoine ne répondit pas. Pétrifié par cette confrontation inattendue, Théo sortit de sa poche un petit objet qu'il tendit à Maëlys. C'était un minuscule chausson de bébé, brodé de fils dorés. Les initiales essai brillaient encore malgré les années. « J'ai trouvé ça chez ma mère », expliqua-t-il doucement. « Avec des lettres que mon grand-père lui a écrites avant de mourir. Il lui raconte tout, le marché avec Antoine, l'argent, ton placement chez Solange. » Maëlys prit le chausson, ce vestige d'une vie qui lui avait été volée, « Et tu es parti, à cause de ça. » Théo secoua la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. « Je suis parti pour trouver ces preuves, pour que tu saches toute la vérité, pour que notre enfant ne soit pas né dans le mensonge. » Il tomba à genoux devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je n'ai jamais su, Maëlys, je te le jure, mais je ne pouvais pas rester sans faire face à cette vérité. » Aussi laide soit-elle, Maëlys sentit les larmes couler sur ses joues, dans un geste qui semblait transcender toute la douleur et les trahisons. Elle attira Théo contre elle. « Je te crois, » murmura-t-elle. « Je te crois. » La villa des Chevaliers se dressait sur les hauteurs de Lyon, imposante et élégante. Témoin silencieux d'une époque révolue, c'était la première fois que Maëlys y mettait les pieds, et pourtant, une étrange familiarité l'envahit dès qu'elle franchit le portail. « Tu te souviens ?» demanda doucement Bernard en observant son expression. « Non, pas vraiment, mais il y a quelque chose. » Elle s'interrompit, incapable d'expliquer cette sensation de déjà-vu. Théo lui serra la main, lui offrant son soutien silencieux. La décision de venir tous ensemble dans cette maison avait été prise d'un commun accord. Antoine devait les rejoindre pour leur montrer des documents qu'il conservait ici, les dernières pièces du puzzle de son enlèvement. « C'est ici que tu as grandi », dit Théo en contemplant la façade imposante. « C'est difficile à imaginer. » Maëlys acquiesça. Cette demeure bourgeoise avec ses colonnes et ses balustrades semblait appartenir à un autre monde que celui de la petite maison d'Avignon, où Solange l'avait élevée. Bernard les conduisit à travers le jardin soigneusement entretenu. Au détour d'une allée, Maëlys s'arrêta net. Un vieux chêne se dressait au milieu d'une pelouse, ses branches massives formant un dôme naturel. « L'arbre à secret » murmura-t-elle, surprise par ces mots qui montaient spontanément à ses lèvres. Bernard la regarda, stupéfait. « Tu t'en souviens? C'est comme ça que tu l'appelais. Tu disais que si on chuchotait un secret à son tronc, il le gardait pour toujours. » Un fragment de souvenir traversa l'esprit de Maëlys. Des mains d'enfant contre l'écorce rugueuse, des murmures,
des rires étouffés. Puis, aussi vite qu'il était apparu, il s'évanouit. La laissant étrangement vide, ils pénétrèrent dans la maison par une porte-fenêtre donnant sur un salon aux proportions généreuses. L'intérieur était à l'image de l'extérieur, élégant, traditionnel, un peu figé dans le temps. « Rien n'a changé », nota Bernard avec une pointe de mélancolie. « J'ai voulu préserver les choses, au cas où tu reviendrais un jour. » Maëlys observa les photos encadrées sur le manteau de la cheminée. Elle s'y trouvait, petite fille aux boucles blondes, souriante dans les bras de Bernard, et d'une femme qu'elle identifia comme sa mère biologique, Charlotte. Une autre photo la montrait avec Isabelle. Toutes deux penchées sur un livre d'images. Isabelle souriait à l'appareil, un bras protecteur autour des épaules de la petite Élise. « Elle avait l'air de m'aimer », dit doucement Maëlys. « Elle t'aimait », confirma Bernard, à sa façon tordue. Le bruit d'une porte qui s'ouvre les fit se retourner. Antoine se tenait dans l'embrasure, une mallette à la main. Son regard passa de Bernard à Maëlys, puis s'arrêta sur Théo, qu'il semblait toujours avoir du mal à situer dans ce tableau complexe. « J'ai apporté ce que vous m'avez demandé », dit-il en posant la mallette sur une table basse. Tous les documents relatifs à l'arrangement. Bernard s'approcha, méfiant. « Pourquoi coopérer maintenant, Antoine ?» L'avocat eut un sourire las. « Parce qu'il est trop tard pour faire autrement. Et parce que je suis fatigué, Bernard, fatigué de porter ce secret. » Il ouvrit la mallette, révélant des dossiers soigneusement étiquetés. « Voici les rapports médicaux originaux d'Élise, ceux que les médecins m'ont remis, pas les versions édulcorées que j'ai montrées à Isabelle. » Édulcorées, Bernard fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Antoine sortit 2 rapports et les plaça côte à côte. Celui-ci est l'original. Il indique une légère malformation cardiaque, corrigeable par chirurgie, avec un excellent pronostic. Il désigna le second document. Et celui-ci est la version que j'ai montrée à Isabelle. J'y ai exagéré la gravité de la condition. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Maëlys fut la première à le rompre. « Vous avez menti à votre propre sœur, pour qu'elle accepte de me faire disparaître. » Antoine ne put soutenir son regard. Isabelle était fragile psychologiquement depuis la mort de notre père. Sa peur de la maladie était irrationnelle. J'ai exploité cette faiblesse. Pourquoi ? La voix de Bernard tremblait de rage contenue. L'argent ? Bien sûr. Antoine ne cherchait même plus à se justifier. Les affaires de mon cabinet allaient mal. J'avais des dettes. Et il y avait ce trust que Charlotte avait créé pour Élise. 20 millions qui dormaient, inaccessibles tant qu'elle était vivante. Théo, qui était resté silencieux jusque-là, s'avança. « Et mon grand-père, comment l'avez-vous impliqué dans cette histoire ?» Antoine sortit une lettre jaunissante de la mallette. Le père Gabriel avait ses propres secrets, des irrégularités dans la gestion de son association caritative. Je l'ai, persuadé de coopérer. Maëlys sentit la nausée l'envahir. Tant de vies brisées, tant de manipulations, tout ça pour de l'argent. C'est monstrueux, murmura-t-elle. C'est la vérité que vous vouliez, répondit simplement Antoine. La voici, dans toute sa laideur. Bernard s'empara des documents, les feuilletant avec une fureur croissante. Tu as ruiné nos vies. Antoine, tu as manipulé ta propre sœur. Exploité sa fragilité psychologique pour nous séparer, ma fille et moi. Antoine ne répondit pas, son regard fixé sur un point invisible. Maëlys sortit le journal d'Isabelle de son sac. « Il y a autre chose dans ce journal », dit-elle en l'ouvrant à une page marquée. « Quelque chose que vous nous cachez encore », elle commença à lire. « Antoine m'assure que tout se passera bien, que la petite sera placée dans une bonne famille loin d'ici. Mais je ne lui fais pas entièrement confiance. J'ai mis en place ma propre assurance. Le médaillon que j'ai donné à Élise contient plus que l'inscription de Bernard. À l'intérieur se trouve une micropuce avec les coordonnées d'un coffre bancaire. Si jamais elle le trouve un jour, elle saura tout. Sur Bernard, sur moi, sur Antoine, sur la vérité que je n'ai pas le courage de lui dire en face. » Maëlys releva les yeux, fixant Antoine dont le visage avait perdu toute couleur. « De quelle vérité parle-t-elle » Antoine se leva brusquement, son calme apparent volant en éclats. « C'est des conneries. Isabelle délirait. Cette histoire de puce, de coffre, c'est du délire. » Mais son agitation trahissait sa panique. Bernard s'approcha de sa fille. « Le médaillon, tu l'as toujours. » Maëlys porta la main à son cou, où brillait le collier de perles roses avec sa petite étoile.
« Je ne l'ai jamais ouvert, admit-elle. Je ne savais même pas qu'il s'ouvrait. » Théo s'approcha et examina attentivement le pendentif. « Il y a une minuscule charnière ici, » dit-il en montrant un point presque imperceptible. Et ce qui semble être un mécanisme d'ouverture, avec des doigts rendus maladroits par l'émotion, Maëlys manipula le médaillon, un déclic se fit entendre, et la petite étoile s'ouvrit en deux, révélant une cavité microscopique où brillait un objet métallique de la taille d'une tête d'épingle. « Une micropuce », souffla Bernard. Antoine bondit, tentant de s'emparer du médaillon, mais Théo s'interposa, le repoussant violemment. « Ne la touchez pas !» gronda-t-il. « Vous ne comprenez pas. » Antoine semblait au bord de la panique. « Ce qu'il y a dans ce coffre, ça ne concerne pas seulement moi. Qu'est-ce que ça veut dire ?» exigea Bernard. « Ça veut dire que ta précieuse Charlotte n'était pas la sainte que tu crois, » cracha Antoine. Elle avait ses propres secrets, des secrets qu'Isabelle a découverts après sa mort. Maëlys recula, troublée par cette nouvelle révélation. Sa mère biologique, cette femme dont elle ne connaissait que le visage souriant sur des photos, avait-elle aussi joué un rôle dans cette tragédie? Soudain, une douleur fulgurante lui traversa la poitrine. Sa vision se brouilla. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Elle entendit vaguement Théo crier son nom avant que tout ne devienne noir. Quand elle reprit conscience, elle était allongée sur un canapé. Bernard et Théo penchaient sur elle avec angoisse. Antoine, lui, avait disparu. « Que s'est-il passé ?» murmura-t-elle faiblement. « Tu t'es évanoui », expliqua Théo en lui caressant le front. « Ton pouls était très irrégulier. »« J'ai appelé une ambulance », ajouta Bernard. « Et la police, Antoine s'est enfui. »« Mais ils le retrouveront. » Maëlys porta la main à son cou. Le médaillon était toujours là. « Nous devons trouver ce coffre, » dit-elle avec une détermination surprenante compte tenu de son état. « Nous devons savoir toute la vérité. » Bernard et Théo échangèrent un regard inquiet. « D'abord, l'hôpital ?» dit fermement Bernard. « La vérité attendra quelques heures de plus. » Alors que les sirènes se faisaient entendre au loin, Maëlys ferma les yeux, épuisée mais déterminée. Quels que soient les secrets que ce coffre renfermait, elle les affronterait, pour elle-même, pour son enfant à naître. Pour mettre enfin un terme à ce cycle de douleur qui empoisonnait leur vie depuis trop longtemps, le bip régulier des machines était devenu la bande sonore de leur vie. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident à la Villa Chevalier. 3 jours que Maëlys se trouvait dans cette chambre d'hôpital au mur d'un blanc aseptisé. Arythmie cardiaque sévère, avait expliqué le cardiologue à Bernard et Théo. Son cœur présente une malformation congénitale qui s'est aggravée avec le stress. Nous devons stabiliser son état avant d'envisager toute intervention. Théo n'avait pas quitté son chevet, dormant sur le fauteuil inconfortable, se réveillant à chaque variation du bip des moniteurs. Bernard, lui, faisait les 100 pas dans le couloir, harcelant médecins et infirmières pour obtenir des informations, utilisant son influence pour faire venir les meilleurs spécialistes. « Comment va-t-elle » demanda Théo lorsque Bernard revint dans la chambre ce matin-là. « Stable. » Bernard se laissa tomber sur une chaise, l'épuisement marquant ses traits. Le bébé aussi. Ils gardèrent le silence un moment, unis dans cette veille au-delà de leurs différents passés. « La police a retrouvé Antoine », annonça finalement Bernard. À la frontière suisse, il avait des documents compromettants avec lui. Des preuves de détournement de fonds, de falsification. Son cabinet juridique n'était qu'une façade pour tout un système d'escroquerie. Théo hocha la tête, sans réelle surprise. Et pour la micropuce. Philippe y travaille. Il a contacté un expert en informatique. Nous saurons bientôt ce qu'elle contient. Maëlys remua légèrement, attirant immédiatement leur attention. Ses paupières papillonnèrent avant de s'ouvrir. « Théo » murmura-t-elle d'une voix rauque. Il lui prit la main, soulagé. « Je suis là. Nous sommes là. » Elle tenta de se redresser, mais la douleur dans sa poitrine l'en empêcha. « Le bébé » demanda-t-elle anxieuse. « Il va bien » la rassura Bernard. Les médecins surveillent tout de près. Maëlys se détendit légèrement, mais son regard restait préoccupé. « J'ai fait un rêve étrange » dit-elle doucement. « J'étais petite, dans le jardin de la villa. Ma mère, Charlotte, me lisait une histoire. Puis elle m'a donné une clé. Elle m'a dit que c'était la clé de la vérité et que je devrais la garder précieusement. » Bernard et Théo échangèrent un regard intrigué. « Ce n'était peut-être pas qu'un rêve » suggéra Théo. «
Parfois, notre inconscient nous aide à récupérer des souvenirs enfouis. Un médecin entra dans la chambre. Interrompant leur conversation, après un examen minutieux, il se tourna vers eux avec une expression grave. La malformation s'est aggravée plus rapidement que prévu. Nous devons opérer dans les prochains jours, sinon, il n'acheva pas sa phrase. Mais son regard en disait long. Et le bébé? La voix de Maëlys tremblait légèrement. L'opération comporte des risques, mais attendre serait plus dangereux, pour vous comme pour l'enfant. Lorsque le médecin fut parti, un lourd silence s'abattit sur la chambre. Maëlys fixait le plafond, les larmes roulant silencieusement sur ses joues. « J'ai survécu toutes ces années sans savoir », murmura-t-elle, « sans traitement, sans suivi médical. Et maintenant que je retrouve ma vraie famille, que je vais avoir un enfant. » Théo serra sa main. « Tu vas t'en sortir. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Bernard s'approcha du lit. « Avant l'opération, il y a autre chose que tu devrais savoir. » Il lui parla alors de Solange Dubois, la femme qu'il avait élevée, de ce que Philippe avait découvert sur elle. « Elle n'était pas une simple couturière, » expliqua-t-il. Avant de s'installer à Avignon, elle était infirmière spécialisée en cardiologie pédiatrique. Les yeux de Maëlys s'écarquillèrent. « Tu veux dire que... » Elle savait exactement quelle était ta condition et comment la gérer. Elle t'a donné des traitements, probablement sous forme de tisanes ou de remèdes traditionnels. Elle te faisait faire certains exercices, n'est-ce pas? Des respirations spéciales, des étirements. Maëlys acquiesça lentement, les souvenirs refaisant surface. Elle appelait ça nos rituels magiques, murmura-t-elle. Je n'y ai jamais vu que des jeux. C'était des exercices cardio-respiratoires, confirma Bernard. Elle te soignait, à sa façon, sans que tu le saches. Maëlys ferma les yeux, assimilant cette révélation. Solange, qu'elle avait toujours considérée comme sa mère, l'avait non seulement aimée, mais aussi protégée, soignée. Elle savait qui j'étais, murmura-t-elle. Elle savait tout. Je pense qu'elle l'a su dès le début, acquiesça Bernard. Le père Gabriel lui avait probablement tout dit. Une infirmière entra pour vérifier les perfusions. Coupant court à leur conversation, lorsqu'elle fut partie, Théo se tourna vers Bernard. Et pour le coffre, des nouvelles? Comme en réponse à sa question, le téléphone de Bernard vibra. C'était Philippe. « Nous avons déchiffré les coordonnées », annonça-t-il sans préambule. « C'est un coffre à la banque privée Helvetia à Genève. Au nom d'Isabelle Chevalier. Que contient-il? Impossible de le savoir sans s'y rendre en personne, avec la micropuce comme clé d'authentification. » Bernard raccrocha, pensif. « Je vais à Genève, décida-t-il. »« Non, » intervint Maëlys. « Nous irons ensemble après l'opération. » Théo et Bernard protestèrent simultanément. Mais elle leva une main pour les interrompre. « J'ai besoin de savoir, de voir de mes propres yeux, quelle que soit cette vérité qu'Isabelle a cachée, elle me concerne. Elle concerne notre famille, notre futur. » Voyant sa détermination, ils n'insistèrent pas. Bernard changea de sujet. Philippe a aussi trouvé quelque chose d'intéressant dans les affaires de Solange. Un journal? Le cœur de Maëlys fit un bond. Maman tenait un journal. Bernard hocha la tête et sortit un petit carnet de sa poche. Je pensais te le donner après l'opération, mais peut-être que le lire maintenant te donnera plus de force. Maëlys prit le carnet avec émotion. La couverture était usée. L'écriture fine et serrée typique de Solange. Elle ouvrit la première page et commença à lire à voix haute. 10 juin 2000. Aujourd'hui, j'ai reçu cet enfant, 3 ans, terrorisée, silencieuse. Ses yeux bleus me fixent avec méfiance. Le père Gabriel m'a tout expliqué. Sa condition cardiaque, sa famille fortunée. Les gens qui la recherchent, il dit que c'est pour sa protection. Je ne sais pas si je le crois, mais je sais une chose. Cette petite a besoin de moi, et je la protégerai, quoi qu'il en coûte. Maëlys tourna plusieurs pages, lisant des extraits au hasard. 15 septembre 2000. Élise. Non. Maëlys maintenant. S'ouvre enfin. Elle a ri aujourd'hui pour la première fois. Son cœur semble plus fort quand elle est heureuse. Les exercices que je lui fais faire semblent aider. Personne ne me croirait si je disais qu'elle était condamnée. 3 mai 2003. 3 ans déjà. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Si je n'aurais pas dû la rendre à son père. Les journaux parlent encore de lui parfois. Bernard Chevalier, l'homme qui n'a jamais cessé de chercher sa fille. Mais comment puis-je détruire notre vie maintenant? Elle m'appelle maman. Et son cœur a besoin de stabilité.
Des larmes coulaient librement sur les joues de Maëlys. Elle continua à tourner les pages, s'arrêtant sur la dernière entrée. 20 décembre 2018, je sens que mon temps est compté. Le cancer progresse plus vite que prévu. Je n'ai plus le choix maintenant. Maëlys doit savoir. Pas tout, pas encore, mais assez pour qu'elle puisse un jour retrouver sa véritable identité. Je lui ai laissé des indices. Le collier qu'elle n'a jamais quitté, la vieille photo cachée dans Le Petit Prince, et cette lettre que j'ai confiée à sœur Maria, à ouvrir à ma mort. J'espère qu'elle me pardonnera un jour. J'ai agi par amour, uniquement par amour. Maëlys referma le journal, submergée par l'émotion. La lettre, murmura-t-elle. Sœur Maria ne m'a jamais remis de lettre. Bernard et Théo se regardèrent, perplexes. Qui était cette sœur Maria, et pourquoi n'avait-elle pas remis cette lettre cruciale à Maëlys? Un médecin entra, accompagné d'une équipe d'infirmières. Il est temps de vous préparer pour l'opération. Madame Dubois, Maëlys serra le journal contre elle, puisant dans ses mots une force nouvelle, quelles que soient les révélations qui l'attendaient. Dans le coffre suisse, dans la lettre disparue, elle était déterminée à y faire face, pour son bébé, pour la famille qu'elle était en train de reconstruire, pour briser enfin ce cycle de secrets et de souffrances. 6 mois plus tard, la même villa sur les hauteurs de Lyon présentait un visage transfiguré. Les volets autrefois fermés étaient grands ouverts, laissant entrer la lumière printanière. Dans le jardin, les rosiers avaient été taillés, les allées désherbées. L'ancienne demeure austère semblait avoir retrouvé vie. Au pied du vieux chêne, Maëlys était assise sur un banc, berçant doucement le petit paquet emmitouflé dans ses bras. Son fils, né 3 semaines plus tôt, dormait paisiblement, ses minuscules doigts agrippant le bord de sa couverture. « Il a ton nez », dit Bernard en s'approchant, 2 tasses de thé à la main, et le même petit pli entre les sourcils quand il dort. Maëlys sourit, touchée par cette observation. Depuis l'opération qui avait réparé son cœur, elle avait lentement apprivoisé cette nouvelle vie, cette nouvelle famille. La convalescence avait été longue, mais le résultat en valait la peine. Son fils était né en parfaite santé, son cœur battant fort et régulier. « Théo pense qu'il a tes yeux », répondit-elle en acceptant la tasse que lui tendait son père. Bernard s'assit à côté d'elle, contemplant son petit-fils avec une tendresse infinie. « Comment l'avez-vous appelé finalement ?»« Pascal », répondit-elle. Pour la Renaissance, le passage des ténèbres à la lumière. Bernard hocha la tête, appréciant la symbolique. Après tout ce qu'ils avaient à nous traverser, ce prénom semblait parfaitement approprié. « Je voulais te montrer quelque chose », dit-il en sortant une petite boîte de sa poche. « Regarde. » À l'intérieur se trouvait une minuscule empreinte de pied de bébé, moulée dans du plâtre. L'inscription au dos indiquait « Élise Chevalier, 3 semaines. » J'ai retrouvé ça dans les affaires que j'avais mises de côté, ton empreinte. Il tourna délicatement le moulage. « Tu vois cette petite marque ici ?» Sur le talon. Maëlys examina l'empreinte. Une légère tache de naissance, à peine visible, marquait effectivement le talon droit. « Pascal a exactement la même, » dit-elle, surprise. Théo l'a remarqué dès sa naissance. Bernard sourit, ému. Certaines choses se transmettent à travers les générations, comme un fil invisible qui nous relie tous. Le bruit d'une voiture se fit entendre dans l'allée. Théo revenait de la ville, où il avait été récupérer les derniers documents auprès du notaire. « Tout est réglé », annonça-t-il en les rejoignant, embrassant tendrement Maëlys avant de caresser la joue de son fils. « La Fondation Chevalier est officiellement créée. » Bernard acquiesça. Satisfait, après la découverte du contenu du coffre suisse, il avait pris une décision radicale. Transformer l'empire textile des Chevaliers en une fondation dédiée à la protection de l'enfance et à la recherche en cardiologie pédiatrique. Le coffre avait révélé bien plus que les sombres machinations d'Antoine. Il contenait également des lettres de Charlotte, la première épouse de Bernard, adressées à leur fille. Des lettres qu'elle avait écrites durant sa maladie, pressentant peut-être sa fin prochaine. Des lettres pleines d'amour, de conseils, de sagesse, un héritage précieux que Maëlys avait lu et relu avec émotion. Mais la plus grande révélation concernait Isabelle. Son journal intime, également conservé dans le coffre, révélait une femme torturée, déchirée entre l'amour qu'elle portait à sa famille et les manipulations d'Antoine. Elle avait fini par comprendre qu'elle avait été trompée sur la gravité de l'état d'Élise. Mais trop tard, le remords l'avait consumée jusqu'à sa mort dans cet accident de voiture qui n'avait peut-être pas été si accidentel. « J'ai reçu des nouvelles d'Antoine », dit doucement Théo. « Il a plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation,
Son procès débute le mois prochain. Bernard soupira. La trahison de son beau-frère restait une plaie ouverte. Mais avec le temps, la colère avait laissé place à une forme de pitié. Antoine, rongé par l'avidité, avait tout perdu. Sa réputation, sa liberté, et surtout sa dignité. Et la sœur Maria, demanda Maëlys. Philippe a-t-il réussi à la retrouver? Oui, acquiesça Bernard. Elle était en mission humanitaire au Guatemala ces dernières années. Elle n'a appris la mort de Solange que récemment. La lettre que Solange avait confiée à la religieuse avait finalement refait surface 2 mois plus tôt. Elle contenait tous les détails de l'enlèvement, ainsi qu'une révélation stupéfiante. Solange avait toujours su qui était Maëlys. Mieux encore, elle avait régulièrement envoyé des nouvelles anonymes à Bernard, sous forme de cartes postales sans expéditeur, lui assurant que sa fille était aimée et en bonne santé. « J'ai toujours trouvé étrange de recevoir ces cartes », avait confié Bernard. « Je les gardais précieusement, comme des talismans. Elles me donnaient l'espoir qu'Élise était quelque part, vivante. » Pascal s'agita dans les bras de sa mère, ses yeux bleus s'ouvrant sur ce monde qui serait le sien, un monde que ses parents et son grand-père s'efforçaient de rendre meilleur, plus juste, plus transparent. « Il a faim », dit Maëlys en se levant. « Je vais rentrer le nourrir. » Alors qu'elle se dirigeait vers la maison, Bernard et Théo restèrent un moment sous le vieux chêne, savourant la paix de ce matin de printemps. « Je n'aurais jamais imaginé ma vie ainsi », confia Théo. « Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si mon grand-père n'avait pas... »« Ne te torture pas avec ça », l'interrompit doucement Bernard. « Nos ancêtres ont fait des choix, bons ou mauvais, mais nous ne sommes pas prisonniers de leur héritage. Nous pouvons choisir différemment. » Théo acquiesça. Reconnaissant la sagesse de ses paroles, il avait longuement lutté avec la culpabilité, se sentant en partie responsable des actions de son grand-père. Mais comme Maëlys le lui rappelait souvent, il ne pouvait être tenu pour responsable des péchés de leur père. « Vous savez ce qui est ironique ?» dit-il après un moment. « Sans tous ces événements tragiques, Maëlys et moi ne nous serions probablement jamais rencontrés. Pascal ne serait pas né. La vie a parfois d'étranges façons de boucler la boucle, approuva Bernard. Ce qui importe maintenant, c'est de regarder vers l'avant, pas en arrière. » Dans la maison, Maëlys s'était installée dans le salon pour allaiter son fils. Son regard tomba sur une photo récemment encadrée, elle et Bernard, tous deux souriant devant la devanture de la nouvelle filiale marseillaise de la Fondation Chevalier. Juste à côté, une autre photo montrait Solange. Sa mère adoptive, dans son petit atelier de couture, Maëlys avait décidé de garder les 2 noms. Chevalier par son père, Dubois par la femme qui l'avait élevé, une façon de reconnaître ses 2 héritages, de ne renier aucune partie de son identité complexe. La sonnette de la porte d'entrée retentit. Théo alla ouvrir et revint quelques instants plus tard, accompagné d'une femme âgée en fauteuil roulant. « Sœur Maria », annonça-t-il. Elle voulait absolument voir Pascal. La religieuse s'approcha, son visage ridé s'illuminant à la vue du bébé. « Il a vos yeux, ma chère », dit-elle doucement. Les mêmes que dans cette photo que Solange gardait toujours près d'elle. Elle tendit un paquet soigneusement emballé. « Un dernier cadeau de votre mère. Elle m'avait demandé de vous le remettre quand vous auriez votre premier enfant. » Émue, Maëlys défit l'emballage. C'était une couverture de bébé, délicatement brodée à la main, dans un coin, les initiales P, C, D. Pascal Chevalier Dubois. Comment a-t-elle su? Balbutia Maëlys, stupéfaite. Sœur Maria sourit mystérieusement. Solange avait une intuition extraordinaire. Et puis, elle disait toujours que certaines histoires sont écrites bien avant que nous ne les vivions. Bernard s'approcha, posant une main sur l'épaule de sa fille. Il est temps de créer notre propre histoire maintenant. Une histoire sans secret, sans mensonge. » Maëlys hocha la tête, serrant son fils contre elle. Le cycle de douleur qui avait commencé il y a si longtemps était enfin brisé. À sa place s'ouvrait un nouveau chapitre, lumineux de possibilités. Dehors, le printemps lyonnais déployait ses couleurs, comme une promesse de renaissance. Le vieux chêne, témoin silencieux de tant de drames, bruissait doucement sous la brise légère. Peut-être gardait-il encore quelques secrets, mais ceux-là n'avaient plus le pouvoir de blesser.